C'est toujours avec une pointe d'émotion que je reviens dans un amphithéâtre de Liessec pour une nocturne. Donc nous sommes ensemble pour à peu près 3 heures. J'espère que vous avez prévu de quoi vous alimenter. Enfin, on vous alimentera, vous verrez, de sujets intéressants. Mais probablement, ça ne suffira pas. La cafétéria sera exceptionnellement, je pense, ouverte durant toute la nuit. Jean-Philippe, c'est bien ça. Bon, nous allons passer un petit temps sur 2 sujets. J'essaierai d'être le plus synthétique possible, comme je l'ai promis à Géric Devel. Donc un premier temps sur le marché de l'emploi pour les jeunes diplômés. Alors vous verrez, je ne vais pas vous abreuver de trop de statistiques, peut-être juste vous donner un retour avec l'œil du recruteur. Comme vous le savez, dans nos activités, on a beaucoup d'activités de recrutement, et vous dire en ce moment peut-être les quelques conseils qui pourraient être en tout cas les nôtres. On aura un temps un peu plus long avec Géric Devel, donc, qui est le directeur général de toutes les activités santé du pôle exécutif, donc du groupe ADECO. Donc il intervient sur à la fois des métiers qui sont les métiers de la santé en termes de recrutement permanent, d'intérim, mais aussi de sous-traitance et de sociétés qui sont à la fois en France et à l'étranger. Je pense qu'il en dira peut-être 2 mots tout à l'heure. En tout cas, avec une thématique qui est la génération Y, qui ne cesse d'intriguer. Et donc, Géric nous développera ce point-là. Juste pour être directement sur notre thématique du marché de l'emploi des jeunes diplômés, un premier élément, enfin peut-être pour présenter 2 mots sur ADECO, juste pour resituer ce qu'est l'entreprise. Donc l'entreprise ADECO intervient dans les ressources humaines au niveau international. On est présent dans un peu plus de 60 pays maintenant. C'est leader mondial des services en ressources humaines, donc à la fois des métiers de l'intérim, du recrutement, de la haute placement, de la formation et de l'externalisation. Comme vous le voyez, c'est une équipe aujourd'hui qui est d'un peu plus de 32 000 collaborateurs permanents et 500 000 personnes travaillent directement ou indirectement pour le groupe. Si je fais juste un petit focus pour être très rapide, et ce sera mon dernier slide sur le groupe ADECO sur le pôle exécutif que je dirige, vous avez 3 activités côté ADECO, 3 pôles. Un pôle ADECO France qui est probablement le plus connu, c'est l'intérim et le recrutement sur des populations d'employés et d'ouvriers, avec des domaines de spécialisation développés dans le transport, le bâtiment, et d'autres agences que vous avez probablement croisées ici à Lille, mais aussi dans d'autres villes en France. Le deuxième pôle, donc c'est le plus important, c'est le pôle historique. Un autre point commun qu'on partage avec IESEG, ce pôle-là fête ses 50 ans l'an prochain, comme IESEG. Les deux établissements sont nés la même année. On a un deuxième pôle qui est peut-être un peu moins connu, en tout cas sous la sphère étudiante, plus des entreprises, qui est Altedia. Altedia qui intervient sur tout ce qui est conseil en ressources humaines et conseil en restructuration, qui est lui aussi leader en France sur ces activités-là. Et enfin, on a un pôle exécutif qui est un pôle qui est plus récent au sein du groupe, qui s'est développé voilà, une quinzaine d'années pour les premiers développements, plus ancien pour la partie médicale, puisque là, on compte plus d'une 45 ans, Géric, c'est ça, qui vont être fêtés également cette année, donc en 2013, et qui est composé de 3 types d'activités. Une activité assez classique quand on parle d'ADECO, c'est l'intérim et le recrutement, avec probablement pour les personnes présentes ici, les IESEG, 2 entités qui peuvent vous parler demain, qui sont experts, qui travaillent sur tout ce qui est recrutement et intérim en termes de middle management. Ça représente à peu près 4500 missions d'intérim par an, et ça représente, comme vous le voyez, aussi un nombre important de recrutements permanents, 2500 chaque année. Et vous avez une autre entité, en gagnant la seniorité, qui s'appelle Bannock & Clark, qui intervient plutôt sur le recrutement de cadres seniors et de cadres dirigeants, qui est une marque nouvelle, qui a remplacé la marque Alexandrotique, qui existait au sein du groupe depuis une vingtaine d'années, et qui est en cours de développement très très important. On recrute beaucoup de collaborateurs sur ces 2 activités. Et vous avez une entité qui reprend plusieurs marques dans le domaine de la santé. Donc pour ceux qui voudraient s'improviser à l'IESEG dans le domaine de la santé, il y a probablement des carrières à faire. Blague à part, vous le verrez tout à l'heure, probablement que dans les fonctions transverses de la santé, qui est un domaine d'activité prometteur sur le long terme, même si en ce moment l'actualité y est plus difficile, il y a probablement des choses à y faire quand on a un parcours et un diplôme IESEG. Le deuxième pôle, c'est le pôle consulting, probablement moins connu au sein des activités ADECO, et néanmoins qui grandit très vite. C'est une SS2I qui s'appelle Modis, donc plusieurs représentants de Modis sont là ce soir, qui intervient dans tout ce qui est IT, qui a une belle agence ici sur l'île, 250 collaborateurs, qui représente un peu plus de 100 millions d'euros de chiffre d'affaires, et une entité un peu jumelle dans l'ingénierie, qui s'appelle Euro-Ingénierie, sur des domaines d'activité très dynamiques, qui sont l'ingénierie dans le monde industriel. Et une entité du monde médical, récemment rachetée par le groupe, qui s'appelle PMS, et qui intervient sur la mise sur la santé au travail, sur un certain nombre de chantiers, notamment à l'étranger, dans le bâtiment, les plateformes pétrolières et d'autres activités comme celle-ci. Et dernier point, vous allez retrouver une activité d'externalisation RH,
qui est une tendance très très forte sur le marché en termes de développement. On va retrouver à la fois une entité qui s'appelle Adecco Formation, traditionnellement positionnée sur la formation, à la fois formation simple et formation managériale, et puis une autre entité qui s'appelle Pontoon, qui fait de l'externalisation. Voilà, je ne vous en dis pas plus, juste pour vous présenter le groupe en quelques mots. Cette année, 800 recrutements de cadres au sein du groupe. On ne le dit pas toujours suffisamment. C'est vrai que l'entité principale qui s'appelle Adecco France a eu un plan de restructuration assez fort, puisque l'intérim est un marché qui a été très concerné par les problématiques économiques en France. A contrario, sur les entités qu'on vient d'évoquer, c'est 800 cadres recrutés pour nos équipes, Modis, Orange, Expert, Médical notamment. Et puis, c'est 2500 cadres en CDI et 4500 missions cadres, on le verra, qui ont plutôt tendance à se développer, y compris sur un public de jeunes diplômés. Si on en vient maintenant au marché de l'emploi en quelques mots, je vous laisse les chiffres et je vais juste les commenter rapidement. Vous le savez, la situation de l'emploi est extrêmement préoccupante. Elle l'est beaucoup plus pour les populations non cadres que pour les cadres en France. On le dit souvent, le chômage des cadres est toujours évalué entre 4 et 4,5% en France, ce qui est extrêmement faible. Ça cache malgré tout une réalité quand même très contrastée entre les jeunes diplômés et les seniors d'un côté, où on voit que l'intégration sur le marché de l'emploi n'est pas des plus évidentes, et puis les cadres expérimentés, dont on voit que pour le coup, il y a un marché qui est très très demandeur, et qui probablement, avec ce qui se passe en termes de pyramide des âges, va l'être de plus en plus sur le long terme. Sur la partie diplôme, le diplôme protège du chômage, on le dit souvent. Vous le voyez, on voit que les diplômes qui fonctionnent le mieux, les Bac plus 3, ont un taux d'intégration très rapide sur le marché, mais à des niveaux salariaux assez dégradés en ce moment. On voit qu'à contrario, la partie Bac plus 5 fonctionne plutôt mieux en termes d'intégration, voire beaucoup mieux, puisqu'on parle de 70% de jeunes diplômés qui ont trouvé un job 6 mois après leur sortie d'école. On parle de 66% pour les écoles de commerce, et on voit que la partie universitaire est un peu derrière, avec 54%. Ce qu'il faut retenir de ça aussi, c'est qu'on avait, voilà, un an, 10 points de plus sur les ingénieurs et 6 points de plus sur les jeunes diplômés. C'est-à-dire qu'en ce moment, le marché est quand même compliqué. A contrario, vous le voyez, ce sont des statistiques officielles, on a un diplôme IESEG qui est lié à, on va dire, la fulgurance de l'école. On en parle souvent, mais elle a une réputation qui grandit maintenant très vite. On est à 88% 6 mois après l'intégration. Je vous donnerai tout à l'heure les chiffres. Avant d'obtenir son diplôme, on a une majorité d'étudiants qui ont déjà trouvé leur job. Donc le premier élément, le diplôme protège beaucoup sur le marché de l'emploi. Deuxième élément, je vais être succinct parce qu'on pourrait se dire beaucoup de choses. Les secteurs qui traditionnellement recrutent le plus de cadres ne sont pas toujours les plus en forme en ce moment. Vous le savez, la banque assurance est un grand débouché pour les écoles, y compris les écoles de commerce. On voit qu'aujourd'hui, on a plutôt dans les grands établissements de la banque et des assurances des phénomènes de plan de restructuration, ce qu'on n'avait quand même pas connu pendant de très longues années. En ce moment, et probablement pour le court terme, sur la santé, le monde de la santé vit des heures un peu plus difficiles par le fait que le pouvoir d'achat est réduit et que les déficits sont importants. On voit également que l'industrie, qui était un grand pourvoyeur également de recrutement de cadres, je pense notamment aux grandes enseignes industrielles françaises, on parle beaucoup de Peugeot, on parlait beaucoup de Renault, on parlait d'Arcelor ou de sociétés, du Sinor-Sacilor dans la région. Ces entreprises-là ont des volumes de recrutement considérablement réduits, sauf à vouloir faire une carrière à l'étranger, et c'est probablement un axe de recherche pour ceux qui en tout cas entrevoient plutôt l'avenir à l'étranger. A contrario, 3 professions que je voudrais mettre en avant. La première, c'est l'industrie pharmaceutique, qui dans ce contexte se comporte plutôt bien. Elle est toute petite, mais elle est assez dynamique. 2 activités dont on ne pressent pas toujours quand on fait l'IESEG, qu'elles peuvent être de belles orientations, et celles-ci, pour le coup, on les connaît bien. C'est la partie informatique et la partie ingénierie. L'ingénierie, juste un chiffre, on détruit plus de 100 000 emplois chaque année en France dans l'industrie, on en crée plus de 40 000 dans l'ingénierie. Et les 40 000 sont à 80% sur des fonctions de cadre. Alors vous me direz, c'est pour les ingénieurs, sauf que 20 à 30% de ces fonctions dans l'ingénierie sont des fonctions support, des fonctions commerciales et des fonctions managériales. Donc les grands de la profession, certains noms ont été notés, on n'a pas oublié de mettre nos marques, mais vous voyez des Capgemini, vous voyez des Altran, vous pourriez voir des AK, je vous parlerai plus volontiers de Modis et Euroengineering. Ce sont des activités sur lesquelles n'hésitez pas à orienter vos recherches parce qu'on a une visibilité qui est extrêmement bonne par le fait que la France reste une bonne terre d'accueil en termes de recherche-développement et en termes de centres avancés d'ingénierie, alors qu'on a un problème de coût du travail sur la partie plutôt industrielle et production. Si j'en viens à mes dernières stats, et promis ce sont les dernières,
On a des filières qui aujourd'hui sont très dynamiques en termes de recrutement, au premier rang desquels les métiers de la santé pour on va dire les cadres de la santé, sont des métiers très en tension. Même si les tensions sont parfois un peu moins fortes, on a du mal en France à recruter des chirurgiens, des médecins et des fonctions telles que celle-ci. On a les fonctions, donc vous le voyez, des sciences technologiques, ça fait le lien avec la R&D qu'on vient d'évoquer. Les fonctions commerciales, c'est vrai que souvent ça attire pas suffisamment probablement de candidats, et pourtant ça reste une valeur sûre en termes de promotion de carrière, parce que quand vous avez une appétence pour le client, en général, vous avez une appétence pour le business et vous intéressez beaucoup d'entreprises. Et ensuite, la gestion RH, et d'ailleurs plutôt la gestion que les RH, avec la crise, les fonctions financières restent plutôt très bien orientées dans les entreprises, parce qu'il y a les notions de budget, les notions de compliance, les notions d'audit restent très très fortes. On le vit dans de grandes entreprises, donc ça reste une filière plutôt accommodante. A contrario, plus difficile sur les métiers littéraires, les métiers de la communication, du marketing, qui sont en période de crise plutôt des variables d'ajustement. Une fois qu'on s'est dit ça, peut-être un premier conseil avec l'œil du recruteur, quelle que soit la difficulté sur les segments de marché, suivez d'abord votre instinct, votre passion et la qualité du projet. Il n'y a pas pire que de suivre la filière qu'elle va en poupe sans avoir la passion dans les yeux. C'est-à-dire que vous aurez énormément d'entretiens, vous aurez parfois quelques shortlists, mais vous ne serez jamais le premier retenu parce que vos yeux ne brilleront pas. Ça peut paraître très basique ce que je vous dis, mais vous ne laissez pas influencer sur ce que vous appréciez en termes de job, en termes de métier ou en termes de passion. C'est probablement, même si le marché est restreint, là-dessus que vous convaincrez le plus le recruteur que l'on a chez nous ou que certaines entreprises vont avoir comme acte vis-à-vis de vous. Autre point, et ça c'est un point qui est probablement un des points les plus marquants en ce moment, soyez flexible, mais ne subissez pas la flexibilité. C'est-à-dire que dans votre recherche d'emploi, dans le premier job en tant que jeune diplômé, il y a des variables dont vous direz je peux les ajuster, d'autres vous ne voudrez pas les ajuster. Les variables que vous pouvez ajuster, c'est le fait d'être mobile ou pas. Vous le voyez, l'international devient, heureusement ou malheureusement, selon, une des premières destinations pour les jeunes diplômés. Alors à l'IESEG particulièrement, je pense qu'on y est bien préparé pour l'international. C'est 38% des étudiants à l'IESEG, c'est 23% donc sur l'ensemble des jeunes diplômés. Je me souviens, voilà quelques années, que nous étions 5 à 6% à faire une première expérience à l'international, donc ça bouge vite. Donc cette curiosité est plutôt une bonne chose. La rémunération, point important, la rémunération moyenne à l'embauche a baissé, là aussi, plus fortement d'ailleurs sur les ingénieurs que sur les écoles de commerce. Et aujourd'hui, on a un salaire médian qui est à 30 000 euros. Ce qui, comparé aux bonnes années, est en retrait quand même de quasiment 10-12%, ce qui est beaucoup. Conseil du recruteur là-dessus, soyez en position de pouvoir discuter votre rémunération, mais n'oubliez pas que si vous avez une sensibilité sur la notion variable et vous avez confiance en vous, a priori, c'est plutôt un vecteur d'entrée en tant que jeune diplômé qui est important. Donc convaincrez sur le fait que vous êtes capable de remettre en question, entre guillemets, votre diplôme, mais par contre, vous ne mettrez pas en question votre capacité à réussir. Et puis le type de contrat, et là on est bien placé pour le voir, on voit que les contrats à durée indéterminée, qui restent encore la règle, vous le voyez dans les statistiques, ont tendance à baisser assez fortement d'année en année. Je pense que ça peut s'arbitrer, clairement, à condition d'avoir le bon projet et la bonne entreprise et la bonne culture entreprise. Et si j'avais juste 2 conseils à donner, n'arbitrez jamais sur la qualité de votre patron. Quand vous le verrez en entretien, s'il n'y a pas le fit, n'allez pas plus loin. Bon, c'est comme ça. Et n'arbitrez pas la qualité du projet, là aussi, sous couvert d'être au chaud dans un job. La pire des choses, c'est de se précipiter sur une sécurité qui, malheureusement, vu l'apprentissage qui est le vôtre, ne justifierait pas de vouloir vous précipiter à tout prix. Alors c'est facile à dire. Maintenant, si vous êtes mobile, si vous acceptez de variabiliser votre rémunération, et si par ailleurs vous acceptez d'avoir un contrat dit flexible, vous aurez probablement un pouvoir de négociation très fort sur la qualité du projet et la qualité de l'entreprise que vous choisirez. C'est d'ailleurs le conseil qui va avec, c'est anticiper votre recherche, parce qu'aujourd'hui, pour avoir le choix, il ne faut surtout pas avoir de sentiment d'urgence. Et vous avez 57% des étudiants qui disent « chercher un job avant de sortir de l'école ». Je pense qu'à l'ISEG, on a plus de 50% des personnes qui ont trouvé un job avant de sortir de l'école. Donc c'est vraiment un point crucial, ne tardez pas trop. Autre élément, les stages, c'est un élément crucial. Ce que je disais à Jean-Philippe tout à l'heure, on en parlait, c'est que je suis toujours impressionné par la maturité des étudiants maintenant que je reçois en entretien à la sortie de l'école. Pourquoi ? Parce que souvent, la multiplicité des stages, le fait d'encadrer des équipes
de la promotion suivante, par exemple dans le management in vivo, le fait d'avoir des engagements associatifs beaucoup plus importants, font que quand vous êtes face à un recruteur, vous savez ce que vous voulez, vous savez ce que vous ne voulez pas. Quand vous n'avez pas de stage, vous n'avez pas d'expérience, en général, vous subissez un peu ce que l'on vous dit, vous êtes séduit, pas séduit, mais probablement plus en difficulté pour choisir. Donc ça reste un vecteur important. L'apprentissage est aussi un vecteur qui commence à se développer. Ce n'est pas encore la filière la plus dynamique en termes de recrutement de jeunes diplômés. Ça reste un peu dans la dimension, c'est plutôt pour le technique, mais soyez sûr qu'avec les années, c'est quelque chose où la frontière va se déplacer. Et ce qui est recherché, c'est juste le fait d'avoir de l'expérience, de tester et de se dire c'est dans cet environnement que j'ai envie de bosser ou j'ai envie de passer à autre chose. Quand vous faites un apprentissage, la période est suffisamment longue pour pouvoir se jauger des deux côtés. Un élément également, les réseaux sociaux. Donc c'est très à la mode, on en parle énormément. On a mené une étude au sein du groupe, sur lequel d'ailleurs on a alimenté un circuit de conférences pour nos clients, pour dire, en gros, tout le monde dit que c'est utile d'être sur les réseaux sociaux pour recruter, et en même temps, quand vous regardez les statistiques, le nombre d'entreprises qui l'utilisent pour recruter est quand même relativement faible pour l'instant. Ça peut surprendre. Ceci étant, pour utiliser les réseaux sociaux, il faut avoir une notion d'organisation et de productivité autour des réseaux sociaux qui est centrale. Vous le savez comme moi, il y a énormément d'informations qui y circulent. Pour pouvoir l'utiliser à bon escient, il faut avoir du temps et s'organiser autour de ce temps. L'autre élément sur les réseaux sociaux, c'est que, à contrario, la recherche d'emploi, le critère le plus efficace reste le relationnel, la cooptation, et pas le piston. Volontairement, je distinguerai les deux. Le piston, il a vu dire pendant un certain nombre d'années, on est plutôt maintenant dans le fait de faire des rencontres, de discuter avec des personnes dont on pense qu'à un moment donné, il y a matière à faire un bout de chemin ensemble, et c'est là probablement que vous aurez les meilleures valeurs pour trouver un job. On le dit souvent, ça vaut le coup quand on cherche d'en parler beaucoup autour de soi, parce que spontanément, il y a des personnes qui vont vous donner une partie de ce marché, qu'on dit marché caché en termes de recrutement. Les réseaux sociaux peuvent avoir, donc c'est mon conseil sur les réseaux sociaux, peuvent avoir une valeur, c'est que si vous y investissez du temps et vous êtes les premiers dans votre démarche, c'est-à-dire vous êtes plutôt offensif, vous avez de réelles chances d'en faire une opportunité pour trouver le bon job. Pourquoi ? Parce que le réflexe de la majorité des jeunes diplômés, mais aussi des personnes qui sont expérimentées en poste et cherchent à bouger d'entreprise, c'est de laisser leur CV et leurs références sur LinkedIn, Viadeo et d'autres, mais par contre d'être inactif sur tout le reste du réseau en tant que tel. Juste 2-3 conseils, il y a beaucoup de groupes de discussion qui existent sur les réseaux sociaux, notamment des groupes de professionnels. Si vous êtes passionné par l'aéronautique, prenez le temps d'aller discuter, de chatter, peut-être d'écouter dans un premier temps, mais peut-être aussi d'intervenir dans un deuxième temps. C'est un point de rencontre, il ne faut pas le négliger, ça va vous donner du réseau et vous créer des contacts. Vous aurez peut-être aussi des cabinets qui vous recrutent, qui vous recevront. N'hésitez pas à suivre, à être un follower sur Twitter de ces consultants quand vous les avez appréciés, parce qu'ils vous donneront un accès site un peu plus rapide que les annonces job board qui sont parfois noyées dans un volume tel qu'il est difficile de s'y retrouver. Donc c'est une autre façon d'en bénéficier. Et puis vous utiliserez, je vous en présenterai quelques originalités qui peuvent petit à petit se mettre en place et vous permettre de vous mettre plus en avant sur le marché du recrutement. Donc c'est vrai que pour l'instant, on va trouver 5 à 10% des personnes qui sont sur les réseaux sociaux ont une opportunité de job grâce aux réseaux sociaux, c'est faible. Par contre, si vous êtes actif, je peux vous dire que le taux de concrétisation va monter très très fort. Si je devais synthétiser mon propos, j'ai essayé de tenir mon timing, j'arrive que tu apprécieras. Premier élément de synthèse, n'arbitrez jamais soit votre passion quand vous êtes sûr de ce que vous voulez faire, ou la qualité du projet qu'on vous présentera quand vous n'êtes pas encore très sûr. Et probablement que les variables qui s'appellent CDI, mobilité, rémunération fixe, c'est des éléments importants, mais secondaires. Ceux-là, ils peuvent s'arbitrer, à vous d'en faire votre usage en fonction de vos propres contraintes, mais ce serait le premier élément. Le deuxième, et il est fondamental, c'est la culture d'entreprise. Voilà quelques années, je me souviens, je ne sais pas si c'est encore une réalité à l'IESEG, quand on disait dans quelle entreprise as-tu envie de bosser, les mêmes entreprises revenaient tout le temps. Il y avait les Big Five, fort maintenant, on retrouvait quelques banques, et c'était systématiquement les mêmes qui ressortaient. Et au bout de 2-3 ans, on trouvait des gens malheureux qui avaient loupé la première marche parce que la culture de l'entreprise qu'ils avaient intégrée, derrière la très très belle enseigne, elle n'était pas très adaptée à la personne. Je pense qu'il y a des personnes qui sont faites pour travailler dans des groupes anglo-saxons, d'autres dans des multinationales, d'autres dans des PME, d'autres dans des sociétés plutôt latines relationnelles. Soyez très en questionnement par rapport à un recruteur
sur ces éléments de culture d'entreprise, et à chaque fois que vous le pouvez, essayez d'adresser une personne qui y travaille de façon à savoir si le miroir est conforme à la réalité. C'est un point central, et je pense que la chose la plus casse quand on commence dans sa carrière, c'est celle-ci. Le troisième élément, anticipez vos choix, je n'y reviens pas. Le quatrième, sortez des sentiers battus, la planète recrutement change. Et puis bien évidemment, parlez-en autour de vous. Voilà, j'espère ne pas avoir été trop long, c'est succinct, mais l'idée c'était de vous donner juste l'essentiel, quelques stats, pas trop, mais surtout l'œil du recruteur. Je suis un ancien IESEC, vous le savez, on en voit quelques-uns, certains sont en stage chez nous, sont d'ailleurs dans l'assistance. En tout cas, c'est une bonne façon de vous donner un peu la vision que l'on peut avoir quand aujourd'hui on s'adresse à des jeunes diplômés. Merci de votre attention. Et je vais passer maintenant la main à Géric Devel, donc qui va développer la génération Y. Certains s'y reconnaîtront, d'autres moins. Et donc il va nous faire part de ses suggestions. Géric, la parole est à toi. Bonsoir à tous, très heureux d'être avec vous ce soir. Je dirais même très honoré d'être avec vous ce soir. Je vais commencer par vous féliciter d'être nombreux, d'avoir pris le temps, alors que vous avez plein d'autres choses à faire, d'être là ce soir, parce que ça veut dire que vous êtes capable de vous poser. Or, ce que je vais vous dire ce soir, c'est que oui, on va parler génération Y, on va parler aussi génération X, beaucoup. Et c'est un challenge ce soir, parce que habituellement, je m'exprime devant des managers d'entreprise, plutôt génération X, qui ont des grandes difficultés avec les collaborateurs de la génération Y. Et ce soir, je vais m'adresser à une majorité de gens qui ne sont pas encore entrés dans ces entreprises. Et je vais donc vous raconter ce que les entreprises attendent de vous, mais aussi pensent de vous, craignent de vous. Et puis, ça va vous servir un petit peu de miroir. Je vous le racontais tout à l'heure. Ma fille cadette est dans l'école cousine de celle-ci, mais à Lyon, et donc elle a votre âge, donc je sais un peu de quoi je parle, mais je sais aussi de quoi je parle parce que dans le groupe ADECO, j'ai fait beaucoup de choses, et à chaque fois, j'ai travaillé avec des gens jeunes. Comme le disait Christophe, je gère les activités santé du groupe, ce sont des activités où les collaborateurs sont très jeunes, et puis j'ai eu plein d'expériences dans ce groupe, et par exemple, j'ai géré la réorganisation du groupe au Maghreb, depuis l'Égypte jusqu'au Maroc, dans les années 2010, 2011, 2012. 2011, vous savez ce qui s'est passé, donc vous voyez, ça a été sportif. La caractéristique, c'était là encore de travailler avec des gens très jeunes, mais aussi dans un univers multiculturel, et moi je fais vraiment le lien avec les deux. Alors, ce que je vais vous dire ce soir, d'abord, c'est un espèce de paradoxe. Je ne vais pas revenir sur les différentes sociétés dont je m'occupe, parce que Christophe en a très bien parlé, mais je vais d'abord vous dire qu'on est face à une vraie crise, mais qui n'est pas celle qu'on a en tête. Et c'est pas facile de le dire alors qu'il y a plus de 10% de taux de chômage. La vraie crise, c'est la crise des compétences. La France et l'Europe sont face à une vraie crise qui va être de ne plus pouvoir trouver les collaborateurs dont les entreprises ont besoin pour travailler. Manager, collaborateur, peu importe. Christophe vous a parlé beaucoup des profils cadres, mais il faut savoir qu'en ce moment, trouver un soudeur à l'arc, trouver un ingénieur concepteur de mécanique des fluides, trouver un chirurgien, c'est extrêmement compliqué. Trouver un manager, c'est encore plus compliqué, on y reviendra tout à l'heure, on verra d'ailleurs que la finalité, elle n'est pas là. Alors que l'on sait que dans les 10 ans qui viennent, c'est vous qui allez prendre le pouvoir, c'est la génération Y dont je vais parler qui va être la génération qui va manager l'ensemble des forces vives de l'entreprise, eh bien il faut que les entreprises s'y préparent. Et vous, communiquiez ce que les entreprises attendent de vous. Pour le faire, très clairement, il faut avoir quelques éléments en tête. Un chef d'entreprise, un manager en ce moment, il est incapable de manager comme il faut s'il ne s'intéresse pas à ce qui se passe autour de lui. Et donc, je vais commencer mon propos en vous parlant de ce qui fait le changement. Pourquoi il y a ce changement? Et on va voir que ça va tourner beaucoup autour de la technologie et autour de l'information. Et puis, évidemment, je vais très clairement dire, et il faut que vous en ayez à la fois conscience, mais il faut vous en méfier aussi, que les entreprises, de toute façon, doivent s'adapter. Et je le dis en permanence aux chefs d'entreprise. De toute façon, si vous voulez avoir les meilleurs collaborateurs, il va falloir vous adapter. Et puis on va parler comportement.
Et ça va être la clé. Pourquoi c'est la clé? Parce que les gens les plus compétents ne sont plus les plus efficaces. Ce qui compte, ce sont les comportements. Et dans cette salle, il faut que vous en ayez bien conscience. C'est pas au travers de vos compétences que vous ferez la différence. C'est au travers de vos valeurs et de vos comportements. Et vous allez le voir très très vite, et vous l'avez déjà vu. Alors, les métiers, je vous le disais, ils sont pour la plupart en tension. Il y a une analyse qu'il faudrait que vous regardiez de très près. C'est l'analyse que DARES a fait sur les métiers qui vont générer le plus de création d'emplois sur les 10 ans 2010-2020. Vous allez voir qu'ils sont très diverses. Vous allez voir que certains vont être en croissance totale, avec des variations. On parlait de la santé, en ce moment, plus difficile, mais on sait que ça va être une pénurie totale à la fin de la décennie. Donc cette génération Y, eh bien on voit bien qu'elle est fondamentale pour les entreprises, que ce sont celles qui seront le mieux attirées à elles les collaborateurs jeunes, mais surtout celles qui sauront les garder, qui vont réussir. Alors qu'est-ce que c'est que cette génération Y? C'est un peu tarte à la crème, je vais commencer par vous expliquer un peu ce que c'est, puis je vais commencer par vous parler, par comparaison, de la génération X. Alors, voilà, ça, vous êtes tous plus jeunes que moi, donc vous ne l'avez pas connu, si, peut-être quand même. Ça c'est très génération X, une chance pour la France, vous savez que le Minitel, ça a été une chance pour la France, puisque ça a fait rentrer l'informatique dans les foyers français. Après, ça a un petit peu retardé les choses. Ça, c'est très génération X. Alors, je vous montre ça pour génération Y, j'aurais pu vous montrer 1000 choses différentes, 1000 appareils différents, mais je mets le doigt sur un premier comportement induit, qui est celui de se dire qu'il n'est plus nécessaire d'apprendre parce qu'on peut avoir la réponse en permanence dans sa poche. Alors, on sait tous, et vous savez tous intuitivement que c'est pas vrai, pourtant c'est un peu vrai. Et tout à l'heure, quand je vous parlerai des 7 ou 8 ruptures technologiques qui vous attendent demain matin, celle d'être en permanence connectée, c'est une des vraies ruptures technologiques. Et c'est une vraie rupture avec la génération X qui commence à poser problème dans les entreprises. De plus en plus dans les entreprises, on utilise des smartphones pour travailler. De plus en plus, on a un vrai écart entre ceux qui le font naturellement et qui vont vite et ceux qui ont du mal. Et à plusieurs reprises, je vous le dirai, c'est pas la génération Y qui pose problème dans les entreprises en ce moment, c'est de plus en plus la génération X à cause de cette rupture technologique. Alors ça, c'était une approche de la technologie. Une autre, allez, le loisir. Bon, voilà. Là, c'est pareil, les plus jeunes ne savent pas ce que c'est que ça. Ceux de mon âge le savent parfaitement bien. Si, il fallait... Bon, voilà, c'était dans nos codes, génération X. La petite bande rouge sur le côté avait beaucoup d'importance. Beaucoup d'importance. Là, je montre une autre image qui est une image qui pourrait vous paraître anodine, qui ne l'est pas. J'aurais pu en prendre plein. Mais je vais vous citer un exemple tout simple, une anecdote. Un jeune DAF que j'ai recruté il y a quelques années. Je cherchais un DAF pour gérer les activités médicales, les activités du Maghreb. Donc voilà, je voulais quelqu'un qui est de la carrure. J'en ai vu pas mal. Et puis je vois un jeune gars, 26-27 ans, arrivé, fort sympa, on passe un très bon moment, détendu, costume, cravate, élégant, sympathique, tac, paf, on se plaît, pas seulement à cause de ça, mais voilà. Et puis on démarre ensemble. Moi j'ai des habitudes, je suis un peu lève-tôt. Donc, le matin, donc, il s'appelait Yann. Yann, je voulais le voir le matin pour faire mon point. Compliqué, parce que très vite, il a dit, non, mais le matin, moi, je dois emmener mes enfants à l'école. Bon, ok. Très vite aussi, d'ailleurs, il n'arrivait plus en costume cravate, il arrivait avec son sac à dos et son ordinateur dans le dos, parce qu'il venait en vélo. C'est pour ça que je vous ai mis cette photo-là. Puis le temps a passé, il a commencé à apporter des réformes extrêmement intéressantes dans l'entreprise. Mais là aussi, mes habitudes du soir, parce que je suis un peu lève-tôt, mais je suis un peu couche-tard. La petite réunion du soir, non, désolé, c'est pas possible parce que il faut que je m'occupe du bain des enfants. Ok. Bon, là aussi je me suis adapté. Puis après, il y avait ma petite habitude du mail du vendredi soir, vous savez, pour voir qu'est-ce qu'elle allait me répondre le samedi, puis peut-être éventuellement quelques échanges du samedi matin. Non, ça c'était pas possible parce que Yann, il éteint son portable le vendredi soir, tout au moins ses mails pro, il les rallume le lundi matin.
Yann, il a passé 4 ans dans l'entreprise jusqu'à ce que Christophe me pique pour travailler avec lui. Il a apporté des choses extraordinaires à l'entreprise et il m'a dit très clairement, après on est devenus des amis, que si j'avais insisté lourdement sur mes a priori de départ et sur mon organisation du travail, il ne serait pas resté tout simplement. Il avait une formation proche de la vôtre, capacité à trouver l'emploi qui lui plaisait là où il voulait. Sa famille, c'était essentiel, ses loisirs, c'est absolument essentiel, son organisation de vie, c'est essentiel. C'est à moi de m'adapter. Je me suis adapté et l'entreprise s'est adaptée d'ailleurs, elle a changé grâce à lui. Un détail et pas seulement un détail. Combien je vois d'échecs en ce moment dans l'intégration d'un jeune collaborateur à cause de ce type de pratique. Alors ensuite, un autre exemple de différence. Ça, c'est pareil. Alors là, il y a la petite musique qui vous dit peut-être quelque chose, c'est triste. Ça, c'est très génération X. Là, c'est ça. Alors, c'est pareil, hein. Bon, vous êtes des experts, j'aurais pu en mettre 1000. J'ai mis un jeu de rallye, pourquoi? Parce que c'est un bon exemple. Lorsque l'on passe pas loin d'une console de jeu sur laquelle il y a un jeu de rallye ou de Formule 1 ou autre, et même à la limite pour une publicité pour ce type de jeu à la télévision, de loin, on ne sait plus si c'est une vraie course automobile ou une fausse. On peut avoir un doute. La puissance de calcul des consoles de jeu fait que, très difficile, d'ailleurs même parfois on se demande si c'est pas mieux de regarder sur la console de jeu qu'en direct sur Canal+. Et on peut se tromper. Quand je dis qu'on peut se tromper, je peux me tromper. Mes enfants, ils ne se trompent pas. Du premier coup, ils voient la différence. Et ça, c'est une différence majeure et une force majeure de cette génération. La capacité à avoir du bon sens par rapport à l'image. On a dit énormément de bêtises là-dessus. Vous savez, on a dit, il n'y a encore pas si longtemps, que les images, les jeux allaient abrutir toute une génération. Non. On sait que, au contraire, ça améliore l'agilité intellectuelle. Même, j'ai lu dernièrement une étude des ophtalmos, montre que ça améliore même l'acuité visuelle. Mais surtout, ça donne du bon sens par rapport à l'image. Or, je vais vous le redire, l'impact de la vidéo dans la vie des entreprises va être fondamental pour les années qui viennent. Et je mets en garde systématiquement les entreprises sur le fait que vous qui arrivez avez une vision extrêmement critique et incisive de l'image. Il faut être très prudent quand on l'utilise. Alors, évidemment, autour de tout ça, il y a l'évolution de la technologie et de l'environnement numérique. Alors, désolé, mais le vidéoprojecteur n'est pas très net, mais bon, qu'est-ce qu'on peut se dire? Ça y est, en 2013, la bascule est faite. La consultation de l'information se fait plus avec des outils nomades qu'avec la télévision et la radio. C'est fait, le basculement est fait. Ça a un impact très fort sur l'immédiateté de l'information. Google, fin 2012, a franchi le cap. C'est-à-dire que le cumul de la publicité vendue, le chiffre d'affaires de Google dans la publicité est plus important que celui de l'ensemble des magazines et des journaux aux États-Unis. Newsweek a disparu en version papier. Depuis, il passe de main en main. Et là, vous voyez pas, mais en 2017, aux États-Unis, le livre numérique passe devant le livre papier. Cette avalanche d'informations fait là aussi une différence majeure entre cette génération Y qui est totalement à l'aise avec ça, la génération X qui subit la situation. Alors, bien évidemment, tu en as parlé Christophe, les réseaux sociaux derrière tout ça, avec une petite statistique intéressante, quel est le site le plus consulté au bureau? C'est Facebook. Bon. Et puis alors il y a Wikipédia qui n'est pas très loin quand même, mais il y a YouTube qui est numéro 2. Hein, et YouTube, je vous rappelle, ça appartient à Google. Le Bon Coin n'est pas très loin. Vous savez que Le Bon Coin est devenu, et on va en reparler dans un instant, Le Bon Coin c'est devenu le premier site d'emploi en France. Alors, vous le savez, hein, Le Bon Coin, c'est pas un petit site fait dans un garage, hein. Ça appartient à un grand groupe suédois, et même maintenant d'ailleurs à un groupe allemand, Bertelsmann. Donc c'est un très grand groupe. Et puis évidemment, derrière l'impact de ce que vous utilisez au quotidien. Alors justement, tiens, qui a un compte Facebook dans la salle? Ouais. C'est ça. Hein, qui a un compte Twitter dans la salle? Oh, ça c'est tout juste pas possible. Hein. C'est tout juste pas possible. Vous ne pouvez... Alors, bravo.
Mais j'ai pas vu beaucoup de mains se lever, quand même. C'est tout juste pas possible, je vous le dis clairement. Vous ne pouvez pas ne pas avoir de compte Twitter. Non pas parce qu'il faut avoir un compte Twitter, mais parce que utiliser Twitter, c'est d'apprendre un nouveau langage de management. Et j'espère que vous avez des cours de Twitter. Bien, vous avez tort. C'est d'autant plus dommage que vous subissez les hashtags Twitter toute la journée à la télévision dès que vous allumez votre poste, et que la moindre des choses, c'est au moins de savoir ce qu'il y a derrière. Mais plus que ça, j'y reviendrai, vous allez voir que vous en avez éminemment besoin. Bon, alors, Pinterest, qui a le compte Pinterest dans la salle? Ah oui, j'ai vu tout à l'heure quelques affiches, tiens, pas beaucoup. Pinterest, très intéressant, puisque là, c'est un réseau social basé sur une image. Et je vous conseille vraiment de vous y intéresser. Ça commence très jeune, hein. 89% des 7-12 ans se connectent chaque semaine. Avec une statistique assez complexe, 20% des enfants, des petits, se connectent seuls devant leur écran. Ça, c'est un peu plus complexe. Moi qui suis grand-père depuis 1 an, je vous assure que je vais surveiller de très près la façon dont ma fille, qui est une geek, va confier sa tablette à mon petit-fils. Mais je vais surveiller ça pour, en particulier, une bonne raison. C'est pour vérifier la capacité qu'ils auront à enseigner à mon petit-fils ce que c'est que la sérendipité. La sérendipité, c'est peut-être la chose la plus importante que vous avez à apprendre pendant votre parcours. Qu'est-ce que c'est? Ça vient des princes de Sérendip. Qu'est-ce que c'était? Qui étaient les princes de Sérendip? C'était les princes orientaux. Les princes orientaux, c'était des princes qui avaient l'habitude de se promener dans la nature, et quand ils voyaient une trace au sol, ils suivaient cette trace, puis ils en voyaient une autre, ils partaient sur une autre, puis ils en voyaient une autre, ils partaient sur une autre, et ils cheminaient dans le monde en suivant des traces, et en changeant en permanence de direction. C'est ce qui se passe quand vous êtes sur Google, que vous faites une recherche, que vous commencez à trouver quelque chose, mais tiens, il y a un mot qui vous intéresse, vous cliquez dessus, et c'est parti, vous partez en voyage. Et vous partez dans un voyage qui fait d'ailleurs que parfois, au bout d'une demi-heure, vous vous rendez compte que, 1, vous avez oublié ce que vous cherchiez au départ, et 2, il y a une demi-heure qui s'est écoulée. Et pourtant, je vais vous citer tout à l'heure ces 2 gros mots, big data, qui arrivent, qui sont des mots qui sont au cœur des préoccupations que vous allez avoir dans votre vie professionnelle. Et c'est ceux qui sauront le mieux naviguer dans l'information. Et donc, qui seront le plus capables de maîtriser cette donnée de la sérendipité, qui seront les mieux capables de faire face aux défis de demain dans nos entreprises. Ayez-le en tête. Ayez-le en tête. La vraie richesse, les vraies mines d'or de demain, ce sont dans les données que vous allez les trouver. Et c'est donc dans la capacité que vous avez à manipuler ces données, quel que soit le métier que vous allez faire. Alors, un petit mot des vidéos. Qui a Vine? Ah, ok. Bon, Vine, pour ceux qui ne l'ont pas, c'est un petit utilitaire qui permet de faire des vidéos de 8 secondes. C'est Twitter qui a créé ça. 8 secondes, ça vous paraît rien du tout, mais on peut dire beaucoup de choses en 8 secondes. Et d'ailleurs, je vous incite à aller voir tout ce qui se fait avec Vine. C'est assez impressionnant. Pourquoi je vous le montre? Ben parce que, bon, ça, je vous en parle même pas, vous savez tout ce que c'est. 1,7 milliard de vues, Gangnam Style. Une puissance extraordinaire économique aussi, mais surtout une culture de l'image qui fait que une entreprise digne de ce nom ne veut plus se passer de la communication vidéo en interne. Et surtout, lorsque vous allez arriver, vous, dans les entreprises, et lorsque vous y êtes au travers de vos stages, vous devez, dès maintenant, amener avec vous cette culture-là. Par exemple, il n'est plus imaginable qu'une entreprise ait encore un système qualité basé sur le papier. Au moins 50% des systèmes qualité des entreprises doivent être maintenant vidéo. Si elles ne sont pas vidéo, elles ne seront plus regardées par les jeunes collaborateurs qui arrivent. Et si elles ne sont plus regardées, eh bien ces systèmes qualité n'existeront plus. Vous avez là une carte maîtresse à jouer. Et vous devez maîtriser cet outil vidéo très vite. Et quand je parle de la vidéo, c'est pas celle qui se fait avec un gros appareil comme celui-ci,
et avec lequel vous sortez une vidéo d'un quart d'heure. Non, c'est des vignettes vidéo de quelques secondes. C'est YouTube en plus court. Alors, derrière ça, bien évidemment que le marché est en train de se créer. Attention, un marché extrêmement performant autour de l'emploi, par exemple, avec le crowdsourcing, que vous allez connaître, qui va être au cœur de votre culture. Qu'est-ce que c'est que le crowdsourcing? Ben voilà, c'est mythique, mais pour l'emploi. Ah, vous connaissez tous au moins de noms mythiques, mais imaginez-le pour l'emploi. Ça veut dire des gens, des collaborateurs, des candidats, des spécialistes, qui vont décider eux-mêmes de manager leur capacité à trouver un emploi et à se mettre au service d'une multitude d'entreprises différentes. Ça y est, les sites existent aux États-Unis. Gigwalk, je vous incite à aller jeter un œil à Gigwalk, parce que là, vous avez un vrai exemple de ce que peut être la génération Y en marche. C'est les gens de votre âge qui ont créé ça. TaskRabbit aussi, très intéressant dans le domaine, puisqu'il permet, vous voyez, en quelques... Vous avez vite compris, il permet un peu de la même façon qu'Amazon le fait avec un produit. Les candidats eux-mêmes se présentent et les entreprises qui les font travailler leur attribuent les mêmes petites étoiles qu'Amazon gère avec ses propres clients. Et derrière, vous imaginez bien que vous avez donc, à ce moment-là, des candidats qui gèrent eux-mêmes leur capacité à trouver, dans le monde de l'informatique par exemple, leurs employeurs. Alors, dans le même ordre d'idée, toutes les entreprises qui en ce moment sont en train de mettre en place un intranet doivent arrêter immédiatement leur investissement. Stop! Un intranet à la poubelle. C'est le réseau social interne, l'intranet, que les entreprises doivent utiliser pour les années qui viennent. Et vous allez évidemment, quand vous allez arriver dans les entreprises, mise en condition psychologique, c'est parti. Évidemment, chaque fois que vous allez arriver dans une entreprise, la première chose que vous allez proposer, c'est la mise en place de cet outil de réseau social interne. J'espère d'ailleurs qu'il y a un réseau social interne ici, à l'IESEG. Et quand vous dites certainement, vous avez raison, parce qu'il y en a peut-être un. Méfiez-vous. Yammer, qui est le leader, qui a été racheté $1 milliard il y a 2 ans par Microsoft, alors qu'ils avaient été créés dans un garage 2 ans avant. Yammer, pour ouvrir un réseau social interne Yammer, il faut 3 minutes. Il faut juste avoir une adresse qui se finit par iesec.fr. Donc vous en avez peut-être un. D'ailleurs, si vous n'en avez pas, je pense qu'il y a quelqu'un ici qui va y penser demain. Et à ce moment-là, vous pouvez donc communiquer par groupe, par classe, par étude, par BDE. Enfin bon, à vous d'imaginer ce que vous allez en faire. Dans les entreprises, c'est ce qui remplace en ce moment les intranets. Et non seulement c'est ce qui remplace les intranets, mais vous le comprenez bien, les entreprises qui ont de la culture numérique et de la culture réseau social en particulier vont être celles qui vont être le mieux capables de s'en servir. Ça veut dire que tout à l'heure, quand je vous disais, avez-vous un compte Twitter? C'est pas pour le plaisir que vous ayez un compte Twitter. C'est que lorsqu'on a un réseau social interne, et chez Adecco Medical, ça fait presque 4 ans qu'on l'a mis en place, vous imaginez bien que les managers, s'ils ne sont pas habitués à utiliser les réseaux sociaux, ils ont en face d'eux des gens qui ont 25 ans, c'est la moyenne d'âge de nos collaborateurs, qui ne laissent rien passer, parce qu'ils ont l'habitude d'utiliser les réseaux sociaux. Ça veut dire que si je n'avais pas commencé par former nos managers à l'utilisation de ces outils, on aurait vu des échecs en live majeurs en matière de management. Et là aussi, vous avez une carte à jouer. Ne prenez pas de retard. Apprenez à utiliser ce langage de management qui va être celui que vous aurez utilisé demain. Alors attention, évidemment, attention. Je vais vous donner un exemple de ce qui s'est passé avec des gens que vous connaissez bien, Quick Burger, il n'y a pas très longtemps, il y a à peine 1 an. Voilà un tweet qui est paru il y a une dizaine de mois sur Twitter.
Le titre, enfin le compte, c'était Équipier Quick. Moi, je l'ai vu rapidement parce qu'en fait, l'entreprise, avant de s'appeler ADECO Medical, s'appelait Quick Medical Service, donc on surveille l'utilisation du mot Quick. Et donc, en fait, c'est assez vite remonté dans nos filtres. Et on a vu un tweet, une sauce a passé la nuit hors du frigo, j'ai eu l'ordre de la mettre en place dans le rush du midi au Quick Mystère. Ah, tiens, bizarre. Quelques jours après, des menaces quotidiennes sur certains de perdre le CDI, tu veux le perdre, ton poste, répété plusieurs fois par jour dans ce Quick. Oh, là ça commençait à se corser sérieusement. Toujours pas de réponse de Quick Burger, qui n'avait pas, il y a moins d'un an, de compte Twitter. Puis, le rush est terminé, je suis dégoûté puisque les emballages fiches qui étaient à terre ont été réutilisés. Ouh là là, là ça commençait à se corser sérieusement. Aucune réponse de Quick. Et puis là, nous sommes désormais 3 sur Twitter, Équipier en colère vient de nous rejoindre. Un en plus, épidémie. Et puis tout d'un coup, Valérie B, Équipier Quick, bonjour, je suis responsable de communication chez Quick. Pourrions-nous discuter par email ou message privé? Alors, ceux qui connaissent un peu Twitter, vous voyez le petit œuf là, vous voyez, c'est la dame, elle s'est dépêchée de créer son compte sans savoir. Et là, je vous passe les détails. Mais il y a eu là une catastrophe derrière, parce qu'en live, ils se sont échappés jusqu'à ce que la justice intervienne et fasse bloquer les comptes. Bon, et puis c'est en train de se cloner. En fait, une entreprise aussi performante que Google n'avait pas de capacité à gérer sa communication numérique. Danger. Et là encore, je vous alerte là-dessus. Je vous alerte là-dessus parce que c'est au cœur de vos préoccupations et à mon avis, c'est au cœur de la formation que vous devez avoir ici. Alors, j'en ai fini avec l'aspect technologique. Simplement vous dire que vous allez avoir à faire face à des défis importants. Et ensuite, j'arriverai sur l'impact que ça aura en matière de management. Ces défis importants, c'est le défi de la connectique permanente. Dites-vous bien que tout ça vous paraît évident, parce que vous avez tous dans vos poches un smartphone, pour la plupart. Ça va aller beaucoup plus loin. Et cette problématique de l'immédiateté de l'information, vous allez la subir en permanence. Ensuite, tout de suite derrière, il y a une nouvelle révolution, celle de l'objet connecté. L'objet connecté, on en parle de plus en plus. Tiens, je vous montre un petit appareil, un petit outil, un petit jouet qui va sortir pour Noël, que Pixar vient de sortir. Ce petit appareil, eh bien voilà, c'est la capacité que vous aurez à offrir à vos petits cousins, petites sœurs, petits frères, un petit objet qui sera lui-même connecté au Wi-Fi et qui permettra, qui bougera en fait à distance, et que vous pourrez faire bouger à distance et vous pourrez communiquer à distance avec les enfants. Mais dans les outils connectés, il y a les Google Glass dont on parle beaucoup. Là encore, vous êtes la génération qui allait devoir trouver le moyen de l'utiliser. Autre modification importante dans vos habitudes qui vont là encore changer considérablement la vie des entreprises en France, c'est tout ce qui tourne autour des imprimantes 3D. Qu'est-ce que c'est qu'une imprimante 3D? C'est la capacité que vous allez avoir de dessiner sur un écran un appareil tel que celui-ci et de l'imprimer en 3D. En d'autres termes, de faire en sorte que, en ayant transmis l'information à une machine qui ressemble effectivement à une imprimante, vous vous retrouviez avec un objet. Boeing commence à fabriquer des pièces métalliques de 50 cm en imprimante 3D. Et on est à la veille de réimpatrier en France des productions qu'on fait en ce moment en Chine, parce qu'on va être capable de les imprimer en imprimante 3D. Ça va considérablement changer nos habitudes de production, mais ça va aussi ouvrir des business models extraordinaires. Je suis absolument persuadé, par exemple, que de la même façon que vous avez des alphacopies dans la plupart des grandes villes de France, enfin vous aviez d'ailleurs, parce qu'il y en a de moins en moins, eh bien vous allez vous retrouver avec des alphacopies 3D très très rapidement. Là encore, dans cette salle, vous avez de magnifiques opportunités autour de ce projet. Tout ce qui concerne le génie génétique, là encore, va être au cœur de votre vie professionnelle des 10 prochaines années. Pas seulement de votre vie professionnelle, de votre vie personnelle, avec la capacité très rapidement, et ça y est, ça commence, de pouvoir savoir, avant même la naissance d'un enfant, alors après, on peut en avoir peur ou en être satisfait, avant même la naissance d'un enfant, de savoir de quelle maladie il souffrira. Le big data et l'intelligence artificielle, là encore, l'intelligence artificielle, beaucoup de métiers qu'on connaît actuellement vont disparaître
devant les progrès de l'intelligence artificielle. Tout ce qui concerne les métiers du notariat, tous les métiers visant à relire des contrats, tous les métiers visant à rédiger des manuels, tous ces métiers vont disparaître parce qu'ils vont devenir effectivement produits par des machines. Cela sera aussi au cœur de vos préoccupations lorsque vous avez des entreprises. Je finis avec deux révolutions qui vont nous concerner tous et qui nous concernent pour certains déjà. Nanotechnologie. Vous avez ici un exemple de ce que sera, en termes de taille, un nanorobot médical. Vous voyez, vous avez autour des globules rouges, et là vous avez un nanorobot capable d'aller, par exemple, nettoyer une artère, capable d'aller décoller une plaque de cholestérol. Ça encore, c'est prêt. Avant la fin de la décennie, ça fera partie de votre environnement professionnel et technologique. Et autour de tout ça, évidemment, des métiers entiers vont changer. Vous avez ici, par exemple, ce que sera un plâtre demain, imprimé avec une imprimante 3D. Vous avez ici ce que sera très très vite un réfrigérateur réservé aux hommes. Qu'est-ce que c'est qu'un réfrigérateur réservé aux hommes? C'est un réfrigérateur qui, aux hommes mariés, un réfrigérateur qui va scanner en permanence ce qu'il y a dans le réfrigérateur, qui va vérifier les dates de péremption, qui va comparer avec la liste classique, qui va donc faire la liste de courses, qui va l'envoyer à ces messieurs, qui pourront la recevoir, qui pourront passer la commande drive, passer chercher les courses pour les ramener à la maison. Ça, c'est un des exemples de l'objet connecté, mais ça y est, c'est parti. Alors, évidemment, tout ça, c'est l'environnement dans lequel cette génération baigne et baignera. Qu'est-ce que ça entraîne comme changement lorsqu'on est face à son employeur? Le premier changement que ça entraîne, c'est que quand on arrive devant son employeur, évidemment qu'on a utilisé toutes ces technologies pour savoir à qui on a affaire. Et évidemment qu'on n'a pas envie d'avoir en face quelqu'un qui va commencer à vous raconter la vie de l'entreprise depuis sa création. On a simplement, et on veut en priorité, connaître les valeurs de l'entreprise, et on veut connaître ce que l'entreprise va pouvoir vous apporter, vous, en tant que collaborateur. C'est la première des choses que je dis aux recruteurs Génération X, c'est attention, en face de vous, vous avez maintenant affaire à des candidats dont la première des attentes va être de savoir ce que l'entreprise va pouvoir leur apporter. La deuxième des choses, c'est que lorsque vous arrivez en face d'un recruteur, vous avez une nouvelle façon d'aborder l'autorité. Chaque recruteur sait bien maintenant que pour vous, l'autorité n'est plus synonyme de compétence. Michel Serres, qui est un philosophe que vous connaissez, dont vous avez déjà entendu parler bien évidemment, il décrit ça en parlant du syndrome de la cacahuète. Qu'est-ce que c'est que le syndrome de la cacahuète? C'est le fait tout simplement que lorsque vous prenez le plus grand professeur spécialiste de la cacahuète qui intervient à la Sorbonne dans un cours parce que c'est lui le grand spécialiste mondial, sur les 500 élèves de son amphi, il a obligatoirement quelqu'un qui va être connecté avec son iPhone aux dernières recherches publiées hier soir à Tokyo sur la cacahuète. Il lèvera la main et il donnera l'information qui tue. Ce qui veut dire que ce n'est plus par la capacité à maîtriser l'information qu'on peut faire face aux attentes d'un jeune collaborateur. Mais c'est dans la capacité à donner du sens à cette information qu'on fera la différence. Ensuite, l'ambiguïté et l'incertitude ne font absolument plus peur aux jeunes candidats, très très clair, mais ce qui compte c'est l'immobilisme, avec la question qui tue, mon évolution dans 3 mois. On entend de plus en plus ça dans les entretiens de recrutement. On commence l'entretien, un quart d'heure s'écoule, une demi-heure, et là on a la question, bon d'accord, ok, mais et mon évolution dans 3 mois? La tentation du recruteur, du DRH, c'est de dire, ok, bon, écoutez, on verra bien, on va laisser passer notre période d'essai, et puis on verra. Non, bien évidemment que toute entreprise doit être capable de répondre à cette question. Posez-la cette question, de mon évolution dans 3 mois. Votre évolution dans 3 mois, c'est la capacité que vous aurez à prendre une mission.
et j'y reviendrai tout à l'heure, une entreprise doit être capable maintenant de pouvoir vous proposer cette évolution sous forme de mission. Faire une chose à la fois, c'est dépasser. Alors là aussi, c'est quelque chose que je suis obligé d'expliquer aux entreprises qui accueillent des jeunes collaborateurs comme vous, avec souvent ce syndrome qui m'est remonté. Oui, mais écoutez, moi j'ai recruté quelqu'un 25 ans, et voilà, ou 23 ans, et j'arrive, je lui ai confié un fichier Excel, et qu'est-ce que je vois de dos? Effectivement, il est en train de travailler sur mon fichier Excel, parce que j'ai mon dossier à rendre, mais il a le baladeur sur les oreilles, il a les réseaux sociaux qui s'affichent sur le bord de leur écran, de son écran, et puis de temps en temps, il répond au téléphone. Et là, le DRH me dit, ou le chef de service me dit, mais non, mais voilà, il ne travaille pas. Si, il travaille, il est multitâche. Il est multitâche, et les Américains qui font toujours des études sur tout, d'ailleurs, ont démontré que lorsqu'on avait les réseaux sociaux d'ouvert sur son bureau, on n'était pas capable de se concentrer plus de 20 minutes sur un même sujet. Ben oui, mais plus personne n'a le temps de se concentrer 20 minutes sur un même sujet. C'est fini. Et donc, vous êtes, vous, génération Y, adapté effectivement à cette nouvelle façon de travailler qui vous permet de zapper d'un sujet à un autre très rapidement. Alors, même chose sur la capacité à rester travailler 10 minutes de plus, je l'entends en permanence, cette difficulté qui m'est remontée en permanence sur le thème ouais, mais bon, cette génération-là, pas moyen de leur demander de rester 10 minutes de plus le soir. Eh bien oui. Si on n'est pas capable de donner du sens à la raison pour laquelle il faut rester plus de 10 minutes le soir, je l'ai expliqué tout à l'heure, eh bien il y a d'autres choses à côté. Et il y a effectivement d'autres façons d'occuper son temps. Si l'entreprise ne s'est pas organisée autour de ça, il suffit de donner du sens pour que les choses changent. Le niveau d'exigence et celui d'un consommateur, ça aussi c'est une vraie différence. Il faut que vous en rendiez compte, les entreprises souffrent de cette nécessité, de cette envie que vous avez d'évaluer vos managers comme si vous consommiez le management. C'est très compliqué à vivre et c'est très difficile à supporter d'être en permanence effectivement évalué comme peut l'être un produit sur le net. Les managers doivent s'y habituer. Vous aurez vous-même à vous y habituer à être en permanence évalué. Alors au final, on vit ce qu'on ne vivait pas il y a encore quelques années. C'est-à-dire qu'à la fin de l'entretien, le recruteur et le candidat se lèvent, mais cette fois-ci, c'est le candidat qui dit « merci, je vous contacterai ». Et je peux vous dire que quand un recruteur a en face de lui quelqu'un qui se lève et qui dit ça, il se dit « mince, j'ai loupé une étape ». Et l'étape en général qu'il a loupée, c'est qu'il n'a pas su faire partager les valeurs de l'entreprise. Alors, et pourquoi pas dès lors qu'on écoute les attentes des jeunes collaborateurs. On a essayé de poser la question et de se dire, ok, qu'est-ce qui fait qu'à 25 ans, on rejoint une entreprise ou qu'on la quitte? Qu'est-ce qui rend fidèle ou pas à une entreprise? Et donc on a posé des questions et on a eu ces réponses-là. On les a classées par ordre. Je vous les livre rapidement. Elles sont importantes. Elles font la différence et elles donnent les clés de la fidélisation des générations qui arrivent dans les entreprises. La première chose qui fait qu'on rejoint ou pas une entreprise à 25 ans, la toute première, c'est l'ambiance. L'ambiance, c'est le refus du conflit. C'est ce qui fait qu'on y va ou qu'on n'y va pas. Comment, à votre avis, évidemment, on a une notion de l'ambiance qui règne dans une entreprise? Au travers des réseaux sociaux, en priorité. Et bien évidemment, les entreprises qui n'ont pas encore choisi de communiquer efficacement dans ce domaine, elles laissent la place à ceux qui ont des choses à dire, et en général, ceux qui ont des choses à dire ne sont pas forcément des choses les plus positives. Le refus du conflit aussi, une chose évidente qui caractérise cette génération qui arrive, c'est qu'elle génère des conflits. Il faut que vous en ayez conscience. Elle génère des conflits parce qu'en général, elle a moins appris que les autres à les gérer elle-même, ces conflits. Et là encore, c'est évidemment une des premières choses qui détruit l'ambiance d'une entreprise et qui fait fuir les collaborateurs. Tout de suite après arrive le besoin de protection. Le besoin de protection, c'est quelque chose d'assez nouveau dans les entreprises. Il est de plus en plus difficile dans les entreprises de, par exemple, faire signer
des clauses d'engagement juridique, de faire en sorte que les collaborateurs prennent des responsabilités rapides qui les engagent individuellement. De même, qu'il est de plus en plus important, c'était pas une préoccupation il y a 10 ans, de se préoccuper du soutien psychologique des collaborateurs. Il est aussi extrêmement important, évidemment, de se préoccuper de la sécurité des collaborateurs. Et là encore, il y a encore une dizaine d'années, ce n'était pas une préoccupation. On a eu à gérer un cas, on est par exemple le fournisseur de l'assistance publique des hôpitaux de Paris. On a eu un cas à gérer il n'y a pas très longtemps, deux hôpitaux publics proches l'un de l'autre. L'un qui avait des difficultés très importantes à recruter des collaborateurs de nuit, et l'autre pas du tout. Et donc on a enquêté sur place, tout simplement. Parce que dans un des cas, quand on sortait le matin, effectivement, on devait marcher le long d'une rue pas très éclairée, et que les gens n'étaient pas rassurés. Comme on était dans un marché de plein emploi à Paris, sur des qualifications de santé recherchées, eh bien tous ont décidé de quitter l'endroit qui était le moins sécurisé. Cette capacité à être en protection, qu'elle soit morale, juridique, psychologique ou physique, est devenue la troisième raison qui fait que des jeunes collaborateurs quittent les entreprises. Puis derrière, le besoin de reconnaissance. Oui, non, mais vite. Le mot reconnaissance est le mot pour moi le plus important du dictionnaire du manager. C'est le mot le plus important. Reconnaissance, ça veut dire deux choses. Reconnaître, savoir ce que la personne a fait. Et puis être reconnaissant, positivement ou pas. Dire c'est bien ou c'est pas bien. Les managers qui ne sont pas capables d'être reconnaissants au sens noble du terme passent à côté du levier le plus important dont un manager puisse disposer. Là encore, la reconnaissance, c'est ce qu'il y a de plus épuisant. Je vous parlais tout à l'heure des réseaux sociaux internes. Essentiel d'être capable à tout moment de savoir ce qui se passe dans une entreprise. Dans une entreprise en réseau comme Adecco, vous imaginez bien que pas facile de savoir ce qui se passe en permanence aux quatre coins de la France. La capacité qu'on a, par exemple, avec un réseau social interne, de savoir ce qui se passe et de pouvoir marquer positivement ou négativement son avis sur ce qui se fait, mais aussi de pouvoir poser la question et demander l'avis des uns des autres, est un élément extrêmement fort en matière de reconnaissance. Bien évidemment, derrière, arrive la qualité des horaires, mais ça ne vient que derrière la qualité de vie, le confort de vie, la prise en compte de l'individu. La diversité, la diversité, un point essentiel d'ailleurs dont vous ne vous rendez pas forcément compte, et pourtant c'est un des points majeurs qui a été identifié comme une des priorités de la génération Y face à un emploi, et pas seulement face à un emploi, mais face à un produit ou un service. Je vais vous montrer une slide assez confidentielle, je vous la montre avec plaisir, que nous avons partagée avec quelqu'un qui s'appelle Sébastien Co. On était ensemble quand on l'a rencontré, Sébastien Co, on l'a rencontré il y a quelques mois. Sébastien Co, c'est un grand champion olympique de course à pied, mais c'était aussi le patron des Jeux Olympiques de Londres. Et un type extraordinaire qui nous a impacté, qui a vraiment un charisme, et qui est venu nous parler de comment Adecco avait aidé l'organisation des Jeux Olympiques de Londres, et en particulier sur quelque chose qu'on ne connaissait pas, qui a été la capacité qu'Adecco a eu de gérer les bénévoles et les collaborateurs qui ont travaillé autour des Jeux Olympiques de Londres, donc il y a un an. Et il nous a expliqué que la cible, c'était la génération Y. C'est-à-dire qu'ils ont organisé chez les Olympiques de Londres avec une contrainte transmise par le CIO à Lausanne, qui était de dire on veut que cette année, ces Jeux Olympiques donnent envie à la génération des 25 ans eh bien, de les regarder et de revenir dans 4 ans, continuer à les regarder. Donc ils ont même été jusqu'à nous donner des contraintes en matière de recrutement visant à ça. Je vais les partager avec vous parce que vous allez voir que ces contraintes tournent beaucoup autour de la diversité. Alors il y avait 218 000 candidatures à gérer, hein, c'était pas simple, et c'est pour ça que c'est Adecco qui a été retenu, parce qu'il fallait savoir le faire. Et voilà ce qui était imposé par le CEO. La première des choses, c'est le handicap. Il voulait au minimum 7% de personnes en situation de handicap. C'est pas un problème, ça fait partie de l'ADN de Adecco. On n'a eu aucun souci pour le faire. À Londres, on a trouvé 10% de personnes en situation de handicap. Et si vous vous souvenez bien, on voyait beaucoup
de volontaires en situation de handicap. Ensuite, l'origine ethnique. Là encore, en France, c'était rigoureusement impossible de le faire. Hein. S'il avait fallu faire ça en France, c'était pas possible. En Angleterre, aucun problème. Le quota, parce que c'était comme ça que ça a été présenté, était clair. Il fallait au minimum 23,5% de collaborateurs ou de volontaires qui étaient d'origine non anglo-saxonne. Bon, très bien. On en a trouvé 26%. Ensuite, il fallait le genre. Bon, hommes-femmes, 48% de femmes. Pourquoi 48% de femmes? On aurait pu dire 50, ben non, parce que la population active en Angleterre, c'est 48% de femmes. Donc, on a trouvé 50, pas de souci. Enfin, pas de souci, sauf qu'en France, évidemment, interdit de faire un recrutement basé sur le genre. L'âge, là aussi, interdit en France, mais pas du tout à Londres. Il fallait 25% de moins de 30 ans, on a trouvé 37%, et à l'inverse, il fallait au moins 12,5% de plus de 50 ans, là on a eu plus de mal, on a trouvé 13%. Mais c'est le dernier critère que je voulais vous montrer, qui est totalement impossible à trouver et à faire en France. On n'aurait absolument, évidemment, pas le droit de le faire en France, mais à Londres, ça n'a posé aucun problème. Le dernier critère, c'était LGBT. LGBT, pour ceux qui ne le sauraient pas, lesbiennes, gays, bi et trans. Le CIO a imposé à ADECO d'avoir au minimum 2% de ces candidats qui étaient LGBT. Et on a trouvé ça. Vous imaginez bien qu'une des questions qu'on a posées à nos collègues de Londres, est-ce que vous avez fait? Parce que ça pose aucun problème en Angleterre, on peut poser la question. Ils ont eu 30% des candidats qui ont répondu à la question. Donc voilà, mais ce que je veux vous dire, c'est pourquoi ils l'ont fait. Parce que c'était une stratégie orientée génération Y. Et qui nous ont demandé de la suivre. Alors, je continue. Dédain pour l'administratif. Ben oui, dédain pour l'administratif. Alors, j'entends dire, bien sûr, dédain pour l'administratif parce que cette génération Y ne sait pas écrire. Mais non, bien sûr que non. Bon, peut-être qu'elle ne sait pas très bien écrire avec un stylo, et encore. Mais par contre, pour ce qui est d'écrire avec ses 2 pouces ou un clavier, le problème, c'est plus un problème génération X, c'est un problème génération Y. Par contre, on le sait parfaitement bien, le choix des entreprises se fait maintenant de votre part sur la base des moyens mis à disposition. C'est très clair. Et puis derrière, et heureusement, hein, parce que dans toute cette liste, on pouvait quand même se poser la question, finalement, il y a quand même cette notion de continuer à apprendre qui arrive quand même dans les choix qui font qu'on reste ou qu'on quitte dans une entreprise. Alors, et pourquoi pas? Et pourquoi pas d'ailleurs? On va commencer par une chose très très évidente, hein. Il faut que vous en soyez sûrs, donc rassurez-vous pour ceux qui se poseraient un peu la question. Oui, je pense que les entreprises dignes de ce nom, elles ont compris que la recherche du bien-être au travail avait de loin et depuis un bon moment pris le pas sur l'amour du travail. Et pourtant, combien d'entreprises ont encore du mal à l'avoir en tête? Quand je pose la question, par exemple, au patron d'une école d'infirmières, en lui demandant quelle est la proportion d'étudiants qui sont là par vocation, il me dit 2 à 3%. Il y a encore une quinzaine d'années, dans une école d'infirmières, c'était 60% qui étaient là par vocation. Ok, on a bien compris, c'est le bien-être au travail qui compte, et c'est plus l'amour du travail. Mais il y a aussi des raisons évidentes, hein. C'est que quand on analyse l'histoire de la génération grecque, et qu'on revient 25 ans en arrière, c'est une génération dont les parents ont été les premiers à subir la fin des 30 glorieuses, et surtout les années 80-90, avec la pointe du chômage exceptionnelle. Et peu de ces jeunes de cette génération Y n'ont pas eu des parents qui sont revenus au moins 1 ou 2 fois la tête entre les mains, ou pas, enfin quoi qu'il en soit, avec une lettre de licenciement et un plan social à la clé. Donc très clairement, pour beaucoup d'entre eux, ils ont bien en tête que si on n'a que le travail dans la vie, ça peut poser à un moment ou à un autre un problème. La deuxième chose, c'est que les entreprises doivent arrêter d'évaluer la réussite sur le chemin emprunté. Ça, c'est une des clés que je donne aux gens de la génération X qui ont des collaborateurs de génération Y. Sachez-le, vous empruntez des chemins différents. Malheureusement, vous allez être encore souvent évalué sur le chemin que vous empruntez, alors que ce qui compte, c'est le résultat que vous obtenez. Faites-y attention. Alors là, je m'adresse aux managers génération X. Arrêtez d'évaluer vos collaborateurs sur le chemin qu'ils empruntent
Et puis je m'adresse aux collaborateurs Génération Y, faites attention parce que vous serez encore beaucoup évalués sur le chemin et pas seulement sur le résultat que vous allez obtenir. De la fonction à la mission, mais bien sûr, ça y est, c'est fait. On est passé de la fonction à la mission. Et je partagerai avec vous une ou deux croyances, parce qu'on est pressé, et en particulier une tout à l'heure, parce que c'est pas forcément facile à vivre, le fait d'être passé de la fonction à la mission. Qu'est-ce que ça veut dire la fonction à la mission? Ça veut dire que vous allez rejoindre une entreprise et vous allez, heureusement pour vous, vivre une multitude de missions et donc de changements différents. Ce qui compte, c'est d'être capable de construire des parcours singuliers. Christophe vous le disait tout à l'heure, croyez à quelque chose, croyez à votre capacité à construire des parcours singuliers. L'apprentissage des règles au travail, et là je m'adresse aux managers de Génération X, ne laissez pas un jeune collaborateur de 25 ans démarrer dans l'entreprise sans être coaché. C'est l'échec assuré, c'est le conflit assuré, c'est la problématique assurée. Et vous, quand vous arrivez dans une entreprise, trouvez-vous un coach, un tuteur, si on ne vous en donne pas un. C'est essentiel. C'est essentiel, et c'est essentiel que vous l'ayez en tête. Sinon, vous allez générer des conflits autour de vous, et vous allez effectivement parfois échouer sur des problèmes comportementaux plus que sur des problèmes de compétences. Et puis attention à la problématique de la prise de décision. Les entreprises ont ça à gérer en plus du reste. C'est que la capacité que vous avez et que cette génération Y a de pouvoir utiliser des outils modernes de communication fait que commence à se construire dans les entreprises une autre forme de diffusion de l'information, ce que j'appelle les Wikileaks, c'est-à-dire la capacité, par exemple, de doubler les systèmes qualité dans des gros classeurs, vous savez, avec un levier là bien gris, par un autre système de communication qui est « Ah, mais t'as un problème, mais non, mais regarde pas dans le classeur, passe un mail à un tel, et tu vas voir, il va t'envoyer les fichiers qui vont bien pour savoir comment faire. » C'est en train de se développer très très fort. La FNOR est d'ailleurs en train de s'y intéresser pour réfléchir à comment obliger les entreprises à s'adapter en créant des nouveaux systèmes qualité adaptés à la génération qui arrive. Et puis ensuite, eh bien, quoi qu'il en soit, il faut que les entreprises apprennent à fidéliser les gens qui les quittent. Parce que vous allez bouger. Bien sûr que vous allez bouger. Et lorsque vous aurez à mettre en place, pour certains d'entre vous, par exemple des services RH, mais soyez très vigilants. Combien d'entreprises encore n'ont pas mis en place d'entretien de départ? Laissent encore des collaborateurs partir sans un entretien sur, évidemment, les raisons du départ, mais surtout avec la question essentielle, au bout de combien de temps est-ce que je peux t'envoyer une nouvelle offre d'emploi? C'est une des clés. Je vous l'ai dit, la principale difficulté que les entreprises vont avoir, c'est d'avoir des collaborateurs pour travailler dans nos entreprises. Ceux qui partent, il faut savoir à quel moment les faire revenir. Et puis évidemment aussi, dans les entreprises, lorsque vous aurez à mettre en place des systèmes de gestion RH, faites attention. Il y a de plus en plus d'absents dans les entreprises. Absents longtemps, congés maternité, congés parentaux. Combien je vois d'entreprises qui n'envoient pas d'informations aux gens absents et qui ont des catastrophes à gérer lorsqu'ils rentrent. Ça, c'est quelque chose qui n'est plus accepté lorsqu'on a 25-30 ans. Et c'est à ce moment-là, en général, qu'on s'absente pourtant longtemps. Alors, au final, quoi qu'il en soit, lorsque l'on fait maintenant un entretien de recrutement, ayez-le en tête, si vous avez en face de vous le futur employeur dont vous rêvez, il va être capable de vous recruter sur vos comportements et vos valeurs et pas seulement sur vos compétences. En d'autres termes, le fait que vous soyez diplômé de cette magnifique école ne suffit plus. Et d'ailleurs, lorsque vous allez être en entretien de recrutement, vous allez vite vous rendre compte que ces entretiens, ils changent. Vous allez avoir affaire à des entretiens à plusieurs. Et qu'en fait, pendant ces entretiens de groupe, on ne va pas forcément regarder la capacité que vous aurez à briller plus que votre petit camarade, mais au contraire, la capacité à tendre la main à un moment ou à un autre à un collaborateur, enfin à un candidat qui est avec vous, et à être capable de créer un esprit, une vigueur commune, une capacité commune de chacun
pour chacun de s'exprimer. C'est ce qui sera détecté en priorité. Faites attention, Apple, Google, Microsoft, qui sont débordés de candidatures, leurs entretiens sont devenus des entretiens totalement décapants, où on vous fait parler de totalement autre chose que de votre formation et de ce que vous avez envie d'apporter à l'entreprise. On vous fait parler de n'importe quoi pour voir comment vous êtes capable de parler de n'importe quoi. Et qu'est-ce qu'on essaie de détecter? C'est justement la capacité que vous avez à mettre en avant vos valeurs, parce qu'au final, c'est ce qui fera la différence et les entreprises de ça. Alors, quelques croyances pour finir. Des croyances qui me semblent essentielles pour vous qui allez démarrer et pour cette génération-là qui rejoint les entreprises en ce moment. La première des croyances, c'est que, oublions Internet, Google, les réseaux sociaux, l'avenir de l'homme, c'est la femme. Essentiel, pourquoi? Pour plein de raisons. Essentiel pour une première raison, c'est très 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 basique, hein. C'est que Mazars a fait un sondage, voilà, vous avez les chiffres, hein. Pour cette génération Y, 77% d'entre eux, donc plus que les garçons, s'intéressent à la parité avant d'entrer dans l'entreprise. Est-ce que cette entreprise est une entreprise qui respecte la parité? Autre élément, hein, c'est que mathématiquement, le nombre de femmes dans les entreprises va continuer à augmenter. Et puis aussi, tout ce que vous avez lu, hein, les entreprises américaines à conseil d'administration majoritairement féminin ou au moins à parité sont plus performantes que les autres. Mais attention, messieurs, voilà un petit graphe qui est tout nouveau, tout frais, qui vous montre en bleu marine les hommes et en rose les femmes. En termes de présence sur les réseaux sociaux. Et vous savez comment ces réseaux sociaux sont une clé. Facebook, les femmes sont plus présentes que les hommes. Google+, les femmes sont plus présentes que les hommes. Twitter, les femmes sont plus présentes que les hommes. LinkedIn, égalité. Pinterest, j'en parle pas, c'est même exponentiel. Instagram, etc. Les femmes prennent le pouvoir dans l'outil de communication essentiel des entreprises pour demain. Attention, messieurs. Effectivement, tout à l'heure, lorsque j'ai vu les mains se lever sur Twitter, j'ai vu une majorité de femmes qui levaient la main. Deuxième chose, c'est la capacité que vous aurez à passer la vallée de la mort. S'il y a une seule chose que j'ai envie que vous reteniez de ce que je vous ai dit ce soir, parce qu'à mon avis, elle vous sera très utile pour les années qui viennent, et pour vos premières années en particulier, eh bien, c'est cette capacité que vous devez avoir en tant que manager, futur manager, collaborateur, de gérer ces vallées de la mort successives qui vous attendent. Qu'est-ce que c'est que la vallée de la mort? Eh bien, la vallée de la mort, c'est... On va prendre un exemple avec une entreprise qui fabriquerait, pourquoi pas, des marqueurs comme ça. Et on va se dire que cette entreprise, elle en fabrique 1000 à la minute. Donc elle en fabrique 1000 à la minute depuis un bon moment déjà. Et puis elle décide un changement. Elle décide un changement, et ce changement, eh bien évidemment, il va passer par changement des machines, réglage qualité, les opérateurs se forment, la qualité se stabilise, le rendement repart, et paf, voilà, on était à 1000 et on arrive à 2000. Ok, le changement est réussi. Évidemment, plus cette période-là sera courte, et moins profond sera le creux qui est ici, moins le changement aura coûté cher. La vallée de la mort, c'est là. Le changement est fait et ça va moins bien qu'avant. C'est quelque chose qu'on vit en permanence, dans tous les domaines. Parce que là, ça peut être la performance, ça peut être le bien-être, ça peut être le bonheur, ça peut être tout ce que vous voulez, ou la rentabilité. Dans la vie privée, voilà, j'habite Marseille, je déménage à Lille, mais qu'est-ce que c'est que cette ville? Il n'y a pas la Méditerranée, mais je connais personne. Waouh, les gens sont super agréables, m'accueillent. Finalement, c'est une ville très 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 sympa. Et puis il y a les plages de Dunkerque qui sont pas si loin. Et je suis très heureux d'y vivre.
J'ai un superbe job, paf, je perds mon job, je m'inscris à Pôle emploi, je n'existe plus, il faut que je réexplique à tout le monde ce que je fais. Je suis complètement désespéré. Tiens, j'ai une première annonce, j'ai un premier entretien. Tiens, quelqu'un s'intéresse à moi. Oui, ça y est, je vais y arriver. J'ai trouvé l'entreprise que je voulais. Je suis très heureux, j'ai changé. Je suis marié, je suis plus marié, je suis tout seul, j'habite dans mon petit studio, c'est une catastrophe. Ah, je commence à ressentir, oh, ah, j'ai fait, oh, ouais, Mais lorsqu'on est manager, on fait vivre en permanence ça à ses collaborateurs. Et vous allez le vivre en permanence. Et lorsque vous allez manager, vous allez le vivre en permanence. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, là, vous devez prévenir votre collaborateur. Vous devez lui dire, tu vas aller là. Ne lui dites pas qu'il va aller là, mais qu'il va aller là. Très important. La deuxième chose, c'est dès que vous allez voir un tout petit peu de lumière, là, il faut lui montrer, parce que lui, il est plus capable de voir la lumière. Puis ensuite, ici, il faut faire la fête. Il faut faire la fête parce que comme vous allez leur demander un autre changement dans 3 mois, il faut absolument faire la fête. Mais l'essentiel, c'est là, le moment crucial. Le moment crucial parce que c'est le moment où votre collaborateur, c'est vous qui allez le porter. Lui, il est plus capable de savoir pourquoi il a changé. Pourquoi vous l'avez fait changer. Il est absolument plus capable de se dire qu'il va aller là parce que lui, il en bave et il est là. Lorsqu'on est un bon manager, on est capable de savoir à quel moment on est là et on est capable de prendre le relais. Alors on n'est pas capable de faire que ça, parce qu'il peut se passer aussi évidemment ce phénomène-là. On est là et on le voit beaucoup en politique. Et il n'y a pas si longtemps, on l'a encore vu. On décide un changement, tout le monde est dans la rue, tout le monde démonte les poteaux. Ah, on s'arrête, mais on est là. Sauf que la veille de la mort, le retard pris, il est pris. Et on l'a vu dans l'éducation, on l'a vu dans plein de choses. Donc en fait, 5 ans plus tard, on refait un changement. Ah, on s'arrête. Et ainsi de suite. Et dans les entreprises, mais combien de fois on le voit? De changement avorté en changement avorté, on va à la catastrophe. Évidemment, quand on est un bon manager, on sait aussi ça. Je suis là, je décide un changement, c'est la veille de la mort, 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 je suis mort. Ça arrive aussi. Donc là, il faut savoir s'arrêter. Lorsqu'on est un collaborateur de 25 ans, qu'on arrive dans une entreprise, mais des vallées de la mort comme ça, on en vit en permanence. Choisissez votre manager. Seul le manager qui sera capable de vous accompagner là, sera capable de vous offrir l'avenir dont vous avez besoin. Et faites attention, parce que vous allez très vite manager. Et faites attention, parce que, y compris dans votre vie universitaire, scolaire, formation, peu importe, vous allez en vivre en permanence. Méfiez-vous des vallées de la mort, parce qu'il faut savoir les gérer. Ensuite, évidemment, tout de suite derrière vient la capacité que vous devez avoir de passer d'un management ascendant à un management intégrant. Et c'est la dernière croyance que je partagerai, qui est de vous dire, méfiez-vous. Que ça soit dans votre organisation, ici ou dans les entreprises que vous allez rejoindre, vous devez être extrêmement prudent, parce que le style de management, il a changé. Qu'est-ce que c'est que le management intégrant et le management ascendant? On va mettre ici les gens qui sont expansifs. Je peux m'exprimer et je suis capable sans problème de prendre la parole. À l'inverse, les gens qui sont réservés. Je suis plutôt introverti et j'ai du mal à m'exprimer. Sur l'autre axe, ici, vous allez mettre les gens intégrants. Je suis capable d'écouter le point de vue de l'autre, je m'en enrichis. Et à l'inverse, ici, vous avez les gens ascendants. J'ai un point de vue, et pour me faire changer d'opinion, il faut se lever tôt. Bon. Tous autant qu'on est dans la salle, on est une espèce de patatoïde, avec un peu plus de ça, un peu plus de ça, un peu plus de ça, un peu plus de ça. Mais très vite, avec un peu d'habitude, on est capable de savoir qui on a affaire. Et on est par exemple capable, lorsqu'on crée un groupe de pilotage, un groupe de travail, une équipe de projet, de la construire en tenant compte de ça. Et donc, on sera capable
de commencer par créer le fond de son équipe, le socle de son équipe, en prenant des gens intégrants, expansifs, capables à la fois d'écouter le point de vue des autres et de retransmettre de l'information. C'est la première des choses que vous aurez à faire. Créez votre équipe en utilisant des gens intégrants, expansifs. La deuxième chose qui se fera dès la première réunion, c'est créer l'argumentaire que vous allez offrir aux ascendants expansifs. L'ascendant expansif, ils sont contre-fiches de votre projet. Il ne veut surtout pas participer. Par contre, ce qu'il veut, c'est que vous lui donniez les arguments. Pour qu'avec ces arguments, il puisse lui-même les mettre à son crédit et en avant. Et il vous fichera une paix royale et il vous protégera. Et ça sera même très utile parce que cette protection vous permettra de travailler tranquillement. Lorsque, par exemple, on parle de ce type de projet dans le monde de la santé, on se dit que typiquement l'ascendant expansif, c'est le médecin, c'est le chirurgien, qui a des points de vue très arrêtés, qui est tout à fait capable de les mettre en avant. Et évidemment, il n'a qu'une attente, c'est qu'on lui donne des arguments permettant de mettre en avant le projet. Tout de suite derrière, vous allez vous intéresser aux intégrants réservés. Qui sont les intégrants réservés? Les intégrants réservés sont des gens qui sont intégrants, donc tout à fait prêts à vous écouter. Mais comme ils sont réservés, évidemment, vous ne savez même pas qui ils sont. Et quelqu'un qui est réservé, qui n'a pas d'information, il est inquiet. Quelqu'un qui est inquiet dans une entreprise, eh bien, il empêche les projets de passer. Là, le schéma est simple. Ces gens-là veulent être interviewés. Tout simplement. Surtout pas aller dans votre projet, ils sont réservés. Mettez en place un canal de communication directe, d'écoute et de transmission d'informations. Et puis je finis avec le dernier groupe, très présent dans la génération Y, qui est le groupe des ascendants réservés. Qu'est-ce que c'est qu'un ascendant réservé? Un ascendant réservé, c'est quelqu'un qui a beaucoup d'ascendants sur les autres, mais qui est très discret. Dans une entreprise, par exemple, on dit que, vous voyez, quand on va à côté de la machine à café, qu'on arrive et qu'on voit quelqu'un, souvent on le voit, mais on ne sait pas comment il s'appelle, il a toujours pas mal de gens autour de lui, et c'est quelqu'un qui vous dit, quand vous vous approchez, il est en train de dire aux autres, oh, leur projet là, ils ne m'en ont pas parlé, mais vous allez voir, ils vont se planter. Et puis, ah bon, tu crois, ils vont se planter? Ouais, ils vont se planter. L'ascendant réservé, il a énormément d'ascendants sur les autres, il est très discret. Pourquoi dit-on qu'il y en a beaucoup en matière de génération Y? Parce qu'effectivement, c'est typiquement quelqu'un qui peut être très à l'aise derrière un réseau social, derrière un clavier et un écran, et qui effectivement, si on n'y prend pas garde, peut vous poser un certain nombre de problèmes dans une entreprise et dans un projet. Et donc, ils doivent être identifiés et immédiatement intégrés au groupe de projet. Alors, évidemment que cette capacité à passer du management intégrant au management, du management ascendant, au management intégrant, c'est quelque chose qui dépasse les générations. Mais sachez que c'est quelque chose qui est maintenant attendu par les entreprises et en priorité par les entreprises qui sont jeunes. Donc faites-y attention dès le départ. Il faut vous positionner sur ce quartile-là, qui est celui qui vous permettra le plus rapidement de vous intégrer et d'apporter aux entreprises ce qu'elles attendent de vous. Je finis en vous disant, hop, je vais récupérer ma télécommande, voilà. Ouais, on vous pose une question. À votre avis, au bout de combien de temps un médecin interrompt-il son patient lorsqu'il lui demande de quoi il souffre? 3 secondes? Non, un tout petit peu plus. 18 secondes. C'est court, 18 secondes. C'est court, mais si je vous pose cette question-là, c'est pour vous parler de la capacité que vous avez à poser des questions aux autres et à obtenir du feedback. Faites attention, vous allez sortir diplômé avec l'habitude d'avoir plutôt parlé qu'écouté. Oui, je dis bien d'avoir plutôt parlé qu'écouté, même si ce soir, les choses sont un peu inversées. Faites attention, la différence se fera toujours sur votre capacité à obtenir du feedback.
Et la différence qu'il y a entre un manager et un manager qui réussit réside souvent dans cette capacité à obtenir du feedback. Alors, dernière slide, avec un nom que la plupart d'entre vous ne connaissent pas. Pelé. Bon, pas forcément la majorité. Le joueur de foot emblématique des années 70, qui a marqué plus de buts que Zidane, on va dire ça comme ça, hein, champion du monde lui aussi. Lorsque l'on posait la question à Pelé, en lui demandant mais pourquoi et comment vous avez fait pour marquer autant de buts, il disait écoutez, c'est pas compliqué, regardez les vidéos. Je cours pas plus vite que les autres. Effectivement, il courait pas plus vite que les autres. Mais la différence, c'est que je suis toujours là où arrive le ballon, que dans ce cas-là, il ne me reste plus qu'à marquer le but. En fait, la capacité qu'il avait, c'était de lire le jeu. C'est ce que je vous souhaite, c'est d'être capable de vous poser souvent comme ça pour réfléchir, pour lire le jeu. Parce que ça veut dire que vous serez à ce moment-là capable d'anticiper. Anticiper sur les réformes, les ruptures technologiques, anticiper sur les ruptures managériales que ça entraîne, et donc anticiper sur votre capacité à vous positionner dans les entreprises autour de ça. Si vous êtes capable de le faire, eh bien vous serez capable de faire une vraie différence entre ce que c'est qu'un manager et ce que c'est qu'un leader. Et ce que je vous souhaite de vraiment, du fond de mon cœur, c'est de savoir faire cette différence et de devenir non pas des managers, mais des leaders. Merci de votre attention. Je parle fort, je suis pas très branché nouvelles technologies, mais on m'entend quand même. Un grand merci, M. Devel, mais on va laisser peut-être la place à quelques questions, très peu parce qu'il commence à être un peu tard, mais je suis sûr que ce que vous dites interpelle, et vous faites avec beaucoup de brio pour les deux générations ici présentes, X et Y. On peut faire des questions des deux bords, allez-y. Oui. Alors, vous nous avez parlé tout à l'heure sur un slide de l'enfant gâté. Oui. Et je vous ai très bien écouté, et on a un peu l'impression que c'est une dictature de l'enfant gâté, justement. Vraiment, que cette génération Y, elle arrive avec ses caprices dans l'entreprise, et du coup, est-ce qu'il ne faut pas en avoir peur, justement? Est-ce qu'elle n'oublie pas de prendre les choses de la génération Y, juste? Bon, pourquoi l'enfant gâté? Parce qu'en fait, vous savez, c'est l'enfant roi. Hein, c'était pas l'enfant gâté, c'était l'enfant roi. C'est Françoise Dolto, Françoise Dolto qui a écrit la théorie de l'enfant roi, et on dit que cette génération Y, c'est la première génération issue des théories de Françoise Dolto. Vous savez, où on dit qu'effectivement l'enfant a tous les droits. Je pense que c'est une vraie rupture. Je pense qu'effectivement, voilà, habituellement, j'ai très rarement dans la salle des gens de cette génération Y-là, j'ai plutôt des gens de génération X qui sont très déstabilisés en ce moment par la capacité de manager cette génération qui va en plus devenir leur manager. Moi, je ne crois pas que ce soit une problématique d'enfant roi, je ne crois pas du tout que ce soit une problématique d'enfant gâté, je crois plus que c'est une problématique de faire travailler les deux générations en même temps. Et à mon avis, les entreprises qui vont réussir demain sont celles qui vont faire travailler les deux générations en même temps. Par exemple, celles qui en ce moment sont capables de demander à des jeunes collaborateurs, lorsqu'ils arrivent de 25-30 ans, d'apporter en échange du tutorat des formations sur les nouvelles technologies dans les entreprises, ça génère une ambiance extrêmement positive dans les entreprises. Donc c'est cette capacité à faire travailler les deux qui fait la différence. Pour moi, il n'y a pas de différence d'enfant roi ou pas d'enfant roi. Les deux générations ont été capables, enfin, la génération X a été capable de développer considérablement l'économie française et l'économie du monde entier. La nouvelle technologie va prendre le pouvoir et sera capable de faire la même chose, mais avec d'autres paradigmes, c'est ce que j'ai voulu dire. Peut-être que la plus grande différence sera le fait de ne plus du tout s'intéresser au chemin parcouru, mais aux résultats obtenus. Donc voilà, donc pour moi, il n'y a pas de problématique d'enfant roi, il y a des problématiques de différence d'approche qui en ce moment d'ailleurs dans les entreprises génèrent des conflits, souvent génèrent des conflits. Une autre question? Oui.
avez parlé de la difficulté en France de recruter, de refaire ce que vous avez fait pour les Jeux Olympiques de Londres. Vous avez également parlé de la tendance des diplômés de partir à l'étranger et des erreurs politiques qui ont été faites. Je voulais savoir justement si, pour vous, il faut en France quitter le navire ou essayer de sauver la barque. Ah, il ne faut pas sauver la barque, il faut se dire qu'on a des atouts extraordinaires, voilà, on a des atouts absolument extraordinaires. Une autre façon d'aborder les crises que les autres pays en Europe, hein, c'est assez flagrant, et à chaque crise ça a été relevé, on le verra, vous le direz lorsque celle-ci sera passée, cette capacité à avoir un amortisseur social qui coûte très cher, mais on verra après, hein, mais moi j'ai pas mal d'amis en Espagne et qui vivent des moments absolument catastrophiques, hein, et on a nos amis d'Adecco qui vivent des moments très très difficiles. On verra à la fin ce qui se passera, c'est encore un peu tôt pour le dire, même si on a quand même, Christophe vous en a un tout petit peu parlé, mais des signes de reprise quand même, ça et là, dans l'industrie. On a quelques signes de reprise dans l'industrie. Bon. Donc on verra comment ça se passera, mais quoi qu'il en soit, il n'est pas question de quitter le navire. Non, non, absolument pas. Enfin, moi, je ne pense pas. Par contre, j'ai hâte que des changements technologiques, pour moi, brutaux et essentiels, tels que les nanotechnologies, la capacité à travailler sur la génétique, et toute la problématique liée autour des imprimantes 3D par exemple ou des objets connectés deviennent un des fers de lance de l'ingénierie française. On a ici une entreprise du groupe Adecco, Modis, qui est là, qui travaille beaucoup sur ces sujets-là. On en parlait tout à l'heure en attendant le début. Eh bien, par exemple, Modis a un beau marché à prendre. Ils hésitent parce qu'ils ne sont pas sûrs de trouver les collaborateurs pour travailler. Donc c'est quand même dramatique, c'est de se dire que c'est en France que se fera ce développement-là. Donc non, il faut rester là, bien sûr. Une dernière question ? Oui. Vous avez pas mal insisté sur le fait qu'il fallait être très au fait des nouvelles technologies, prendre les révolutions en marche. Et je voulais en fait savoir si d'après vous, c'était pas notre avantage simplement d'être la dernière génération et qu'en fait on n'était pas condamné à chaque fois à être toujours remplacé par la nouvelle génération, parce qu'au bout d'un moment, apprendre les nouvelles technologies, maîtriser les nouvelles technologies, il y a au bout d'un moment où on sature de ce qu'on a appris de notre génération et qu'on ne peut pas savoir de la nouvelle génération qui va arriver. Alors, vous avez raison, hein. Moi, chaque fois que je recrute un cadre, je lui demande toujours, je lui pose la question innocemment, est-ce que vous pensez que les jeunes qui ont 20 ans maintenant sont moins bien ou mieux que les jeunes qui avaient 20 ans quand vous avez 20 ans? Le gars qui me dit, oh ben, c'était beaucoup mieux, à mon époque, je ne le recrute pas, point à la ligne. Je veux dire, chaque génération a toujours considéré que la précédente était différente et ce sera toujours comme ça. Par contre, en matière de rupture technologique, non, là, attention. Là, déjà la précédente a vécu des choses, mais la suivante, là, la vôtre, là, vit des choses qu'on n'aura jamais vécues. Enfin, simplement, par exemple, l'aspect du big data. Vous l'avez lu, toutes ces statistiques sont connues, c'est devenu une tarte à la crème. Le volume des données stockées depuis le début du siècle est supérieur à l'ensemble des données qui ont été créées depuis la création de l'écriture. Donc c'est fondamental, c'est une rupture majeure. Donc il faut vous dire que oui, vous avez la chance d'être la génération qui vit la première rupture technologique liée à l'information d'aussi grande importance. Et ça, c'est un atout majeur pour vous. Enfin, c'est fantastique, c'est extraordinaire, vous avez une chance magnifique. Attention à la génération X, hein. Celle qui ne va pas suivre va avoir du mal. Mais c'est clair. Un grand merci. C'est vrai qu'on avait organisé il y a une conférence il n'y a pas très longtemps à la Bourse de Paris sur le cloud et c'est des nouvelles choses qui arrivent et puis les usages et la façon dont les jeunes utilisent les outils. Et le conférencier qui était, comme vous, très à la pointe, disait « Méfiez-vous les jeunes qui êtes là, parce qu'ils avaient 21 ans à peu près, vous êtes déjà des vieux, ceux qui suivent, qui ont 10 ans, sont déjà bien en avance sur vous, comme vous l'avez montré, sur l'usage de certains outils. Et en fait, on est en permanence en remise en cause. La génération X doit se remettre en cause, la génération Y devra le faire, mais de toute façon, je crois que tout homme, tout un chacun doit se remettre en cause en permanence, quelle que soit la situation. On est jamais dans une situation stabilisée. Mais là, il y a une rupture très forte. Un immense merci à Christophe et